Claire, 38 ans, DRH. Thomas, 41 ans, consultant indépendant. Julie, 29 ans, jeune maman. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont un point commun invisible. Ils font tout comme il faut, ils cochent les cases, ils brillent, ils rassurent tout le monde, mais au fond, ils sont épuisés. En coaching, Claire entend. Et si tu vivais encore sous le regard de la petite fille qui voulait juste qu'on l'aime parce qu'elle avait de bonnes notes? Ce jour-là, elle comprend. Elle ne cherche pas la réussite, elle cherche la validation. Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi qu'on parle? Aujourd'hui, on va se parler d'un truc quand même assez important, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bon élève, ou de la bonne élève, puisque ça s'applique aux deux. Alors, aujourd'hui, on est sur un sujet à nouveau important, de progression personnelle, d'avancement. On est sur un schéma de suradaptation inconscient, hérité de l'enfance, qui pousse à bien faire au détriment de soi-même. C'est un modèle qu'on va aller explorer ensemble, qui est basé sur la peur de décevoir, l'obsession de la performance et le besoin d'être parfait, parfaite pour mériter l'amour. Alors ce syndrome touche autant les femmes que les hommes, mais il s'exprime différemment selon le genre, parce que oui, d'une personne à l'autre, ça ne s'exprime pas pareil, en déplaise à certains, et il agit dans toutes les sphères de la vie, pro, perso, relationnel, parental. On va donc aller voir tout ça en détail ensemble. Parfait Julien, merci beaucoup pour cette introduction. Moi je retiens juste le fait que le n'en déplaise à certains, là, Julien, mais comment ça? Mais c'est pareil pour les garçons et pareil pour les filles, Julien. Non, c'est pas Arrête de pareil, c'est raconter des important bêtises. de faire des distinctions. On met pas tout le monde dans le même panier, sinon on peut pas offrir des solutions, on peut pas offrir des stratégies, on peut pas mettre en place des choses en fait qui répondent à des besoins spécifiques. Exactement. Et puis de toute manière, on va t'expliquer tout ça dans le podcast. Alors peut-être Julien, moi j'aurais envie de poser une question à nos auditeurs. Est-ce que toi, tu fais ce qu'il faut aussi ou ce qui est bon pour toi? Comme dans cette Mhm, petite histoire que tu as racontée au début. Et pour commencer le podcast, on pourrait déjà parler des racines de cette problématique-là. Et là mhm, aussi, justement, ça va nous donner une image de pourquoi est-ce que c'est différent en fonction des genres, parce que ça vient aussi de l'éducation au départ. Donc, il y a plusieurs racines, l'éducation, l'attachement et la loyauté invisible. Donc, mhm, l'un des premiers points qui est à l'origine de cette problématique, c'est le système scolaire. Le système scolaire, il est basé sur la notation, sur la compétition et sur la conformité. Et tout ça, ça vient comme nous formater au fur et à mesure du temps, comme venir créer des comportements. On est en réaction en fait face à certaines choses qui nous sont imposées par le système scolaire. Et comme tu le sais, toi qui nous écoutes, c'est que tout ce qu'on répète finit par devenir une habitude sur le long terme parce que ça vient s'ancrer dans nos comportements. Et après, ça devient des automatismes. Donc ça, c'est l'un des premiers points en fait qui justement vient soutenir cette problématique. La deuxième, Julien, c'est l'éducation genrée. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors on va passer rapidement sur ce sujet-là. En fait, l'idée, c'est de dire que il y a des messages contraignants, il y a des choses qui sont imposées à travers l'éducation, à travers des messages en fait qui nous sont répétés, et on va retrouver le fameux sois sage pour les filles, ne fais pas trop de bruit, ne crie pas, etc. Et puis chez les garçons, ne pleure pas, donc sois fort, ne te plains pas, t'es grand maintenant. Arrête de pleurer, les garçons ça pleure pas, les filles pleurent mais pas toi, etc. Il y a effectivement ce côté d'éducation qui est déjà une sacrée blessure dès l'enfance, parce que on t'empêche d'être reconnu pleinement pour ton expérience et on te donne des cases dans lesquelles te placer. Et ça, ça joue une racine importante sur ce fameux syndrome du bon élève. Ouais, exact. Et aussi peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, nos auditeurs justement qui ont des enfants, tu pourras pas empêcher à 100% ces programmations-là. Faut juste comprendre que ça vient pas forcément toujours des parents. Ça vient en partie des parents, mais ça vient beaucoup aussi de l'enfant. Ça me fait penser au driver, Julien, parce que le sois fort,
le fait Mmh. plaisir aussi, sois gentil, en quelque sorte. Ça vient aussi de la compréhension de l'enfant. Parce que l'enfant, quand on va lui dire, ben, c'est sois sage, calme-toi, ne crie pas, ne fais pas ceci, ou arrête de pleurer, ou tu sais, tu vas venir comme mettre des freins à ses émotions, bah lui, il va le comprendre comme ça. Il va Ouais, tout comprendre à fait. comme, bah en fait, pour être aimé, parce qu'un enfant, c'est ce qu'il recherche, il cherche de l'attention au départ. Donc pour être aimé, apprécié, bah il va enregistrer dans un petit coin de son esprit ouais, si je suis gentil, si je suis calme, on va m'aimer. Mmh. Si je fais tout parfaitement, on va m'aimer. Si je n'exprime pas mes émotions et que tu sais je suis fort là, bah on va m'aimer. Et donc en fait par la suite ça va devenir un comportement qui va s'inscrire sur le long terme. En fait donc c'est vraiment important que de garder à l'esprit que on ne pourra pas l'empêcher parce que Mmh. l'enfant quoi qu'il arrive vu qu'il cherche la validation, vu qu'il cherche le le l'attention, c'est comme ça que fonctionne un enfant. Il a besoin de cette attention là, il a besoin d'être aimé. Bah, en fait, il va faire des conclusions. C'est bon, c'est un enfant, hein. Il va faire des espèces de conclusions comme ça que, s'il agit comme ça, bah, il va être apprécié. Le tout, ce serait peut-être de garder à l'esprit en tant qu'adulte, de limiter le truc, tu vois, Mmh. en étant attentif aux mots, en fait, qu'on utilise et surtout, bah, quand il va grandir, de lui expliquer, de revenir dessus, de: «Regarde, tu sais que tu peux être aimé pour ce que tu es, tu pas obligé de me faire plaisir pour que je t'aime». Donc ça sera surtout là, en fait, où derrière on va pouvoir pas déprogrammer complètement, mais au moins On peut permettre à limiter la l'enfant casse, hein, quand même. c'est ça, on peut limiter Mmh. la casse. Exactement. Donc voilà, ça c'était le truc sur lequel je voulais revenir et puis après le dernier point, ce serait l'amour conditionnel. Beaucoup d'enfants sont aimés conditionnellement au travers de ce qu'on attend d'eux. Bah, il faut avoir des bonnes notes à l'école, il Mmh. faut être gentil, il faut être calme, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Et donc en fait, bah, cet amour conditionnel, bah, va venir aussi entacher un petit peu, bah, sa manière de voir les choses. Et parmi en fait les choses, il y a beaucoup la performance et le perfectionnisme qui va venir amener ce syndrome. Bah, tu sais, Julien, encore, il y a pas très longtemps, je parlais avec des parents et en fait, c'était beaucoup, «Mon enfant, il faut qu'il soit premier à l'école, il faut qu'il ait, tel métier, il faut pas que demain, tu vas finir taxieur, tu vas finir ceci». C'est vraiment pas sympa, en fait, d'utiliser ce genre de mots parce que déjà, on a besoin de tous ces métiers-là dans la société, tu vois? Parce que sinon on peut pas faire fonctionner une société qu'avec des médecins ou des docteurs. On a besoin de tout, d'accord? Et si ton enfant n'a pas envie d'être docteur et qu'il a envie de faire quelque chose d'autre, ben, c'est aussi son choix, tu vois? Tu vas pas lui imposer quelque chose Ouais, complètement et et puis, enfin, voilà la relation que tu es en train de construire aussi avec ton enfant pour l'avenir, là. mmh, bah, c'est ça et puis l'enfant, en fait, est tout le temps dans ce syndrome de la performance, du stress et il est en surmenage constant. Bah, d'ailleurs, je pense à cet enfant-là était en surmenage d'ailleurs. Parce qu'il doit toujours être premier, parce qu'il doit être toujours au maximum, parfait, et cetera. Et quand il a une note un petit peu inférieure à son voisin de classe, qui rentre à la maison, même si c'est une bonne note, on lui dit bah non, t'aurais dû avoir meilleur que l'autre. Bah merci, merci. Super. Voilà, voilà, c'est Allez, cool. bonsoir, c'est Et c'est plié. vrai, Julien, j'en connais Non, tellement bah, des c'est comme super. ça. Mmh. T'arrives à la maison, t'as 16, ah bah non, il a eu combien un tel? Ah bah t'aurais pu avoir mieux que lui. Bah merci. Tu sais déjà je me suis donné à fond pour avoir le 16 là, et puis après derrière tu me dis c'est pas cool. Ouais. Ouais, puis en plus, tu sais, parce que la compétition, c'est pas une mauvaise chose. C'est intéressant la compétition parce que ça permet de faire progresser, ça permet de faire avancer. Et s'il y avait pas de compétition, il y aurait probablement pas de progrès. Mais il y a des compétitions qui sont saines et il y en a d'autres qui en sont pas. Et quand tu as des parents, tes référents qui sont censés te montrer qu'ils t'aiment inconditionnellement, qui te disent, en fait, qui sous-entendent, même si c'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est ce qu'il y a derrière qui est vécu, que, bah, regarde, t'as fait moins bien que l'autre, donc, tu sais, t'as moins d'amour, t'as moins de choses, t'as moins de reconnaissance, bah, c'est pas une bonne compétition. C'est pas quelque chose ça va pas aider à faire un adulte équilibré, tout ça. Ça marche pas. Exactement. Mais bon, on va justement on va développer encore un petit peu et je comprends, hein, parce que après je comprends, tu vois ça, c'est que c'est des années, des générations de programmation en fait qui font ça et souvent on a cette tendance à reproduire des choses que nos parents ont fait avec nous. Moi, je le vois, hein, Julien, avec ma fille là. Des fois Mmh. en fait, j'ai des petits comportements comme ça,
c'est assez inconscient ou faire des petites remarques ou des trucs comme ça et je me dis mais en fait c'est pas cool ce que je fais là. Des fois tu sais je me rends compte que bah tu sais je vais mal gérer la frustration face à sa frustration et ça bah en fait Mmh. ça peut amener des comportements et bah tu sais j'essaye de me dire bah tiens regarde tu vois c'est intéressant elle vient de réveiller ça chez moi et ça en fait ça vient de ma mère ça vient de mon père bah peut-être que moi il faut que je fasse attention maintenant de pas faire la même chose et que tu sais je lui mette pas la pression en fait par rapport à certaines choses ou récemment, je vais te donner un autre exemple. On était dans un supermarché et en fait, il y avait un gamin qui marchait à l'âge de 6 mois. Tu sais, il a marché à l'âge de 6 mois, c'est très précoce, hein, 6 mois pour un enfant de marcher. Et elle a 1 an, donc elle commence, tu vois, à marcher et tout. Et en fait, j'ai eu cette petite voix dans ma tête. Ah, mais elle est peut-être en retard, ma fille. Et tu sais, tout de suite, je me suis comme redit, mais non, en fait, elle est Mmh. pas en retard. Elle est peut-être en avance sur plein d'autres choses et c'est parfait. Et elle est peut-être dans les temps sur d'autres choses et lui, il est peut-être en avance et c'est très bien en fait. Ça veut rien dire. Et ça, tu vois, je me suis dit, il faut que je fasse gaffe dans le futur quand elle va commencer vraiment à bien comprendre les choses, etc. Parce que là, elle commence à comprendre, mais parce que ça pourrait lui mettre la pression de dire ah bah tu vois, je suis moins qu'un Mmh. tel. Bref, je vais un peu loin, mais vraiment de dire parce que c'est important en fait que les parents le comprennent. Je sais qu'il y a des parents parmi nous là que tu ne pourras pas tout empêcher, mais que c'est important que toi aussi tu fasses le point sur toi-même, tu vois, par Ouais, rapport à ton enfant. Même ouais, si c'est pas le totalement. thème, hein, Julien. Mais c'est important que toi tu te remettes en question aussi à certains moments, de dire bah tiens, ça moi je l'ai eu aussi de mes parents, ça je l'ai eu. Et juste bah la personne dont je parlais tout à l'heure avec le qui mettait la pression à son enfant, elle avait ce syndrome de la performance. Elle a ce syndrome de la performance là, de il faut toujours que je sois au top, il faut toujours que je sois meilleur, il faut toujours que je sois ceci, il faut toujours que tout soit parfait. Mmh. Et du coup, elle le transmet sans le savoir. Mais voilà. Ouais, Alors, Julien, c'est moi. maintenant, on va Salut. parler de quelques travaux qui ont été réalisés. Les premiers travaux, qui ressortaient, c'était ceux de Carol Dweck de Stanford, qui parlent justement du fixed and du growth mindset. On en avait déjà parlé dans d'autres Mhm. podcasts. Ce que Carol Dweck démontre justement dans ses recherches, c'est que les enfants félicités pour leur intelligence développent un fixed mindset. C'est-à-dire qu'ils vont éviter les défis, ils ont peur de l'échec, ils deviennent dépendants en fait de la validation extérieure. À l'inverse, ceux qui sont encouragés pour leurs efforts vont adopter un growth mindset, donc un mindset de progression, d'évolution, parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus résilients naturellement face aux erreurs et souvent beaucoup plus ouverts à l'apprentissage. Donc on a tout intérêt en fait à féliciter le travail, à féliciter l'effort, plutôt que de valider finalement le résultat qu'il y a en bout de course. Parce que ça va aussi permettre à l'enfant plus tard à l'adulte, d'avoir un rapport à l'échec qui sera pas du tout le même. Et ces travaux-là, bah, ça met aussi en lumière finalement la genèse du perfectionnisme rigide chez l'adulte qui a probablement reçu durant toute son enfance, son adolescence, durant sa scolarité, eh bien des félicitations, de la reconnaissance, mais associées directement au fait de réussir quelque chose et d'obtenir un résultat spécifique. Ouais, merci beaucoup pour ce partage. Je me rappelle, c'est un truc qu'on avait vu, bah, moi, quand je m'étais formé au coaching avec toi. Une fois, je sais Mhm. qu'on était venu sur ce sujet-là et on en avait reparlé effectivement derrière dans un podcast. Donc ça, on l'utilise avec nos clients, le fait de les fé- faciliter. Ok. Facilité. Le fait de les féliciter. Oh là, ça repart, hein, Julien. On va y arriver. On va refaire une troisième fois. Le fait de les féliciter pour leurs efforts, nos clients. C'est aussi un point important parce que c'est ce qui leur permet d'avancer beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement et de prendre Félicie conscience. aussi. Les deuxièmes travaux qu'on pourrait partager, c'est ceux de la théorie de l'attachement de John Bowlby. En fait, C'est qui nous Bowlby. montre Bowlby, ouais, Bowlby. qui nous montre en fait que des attachements insécures durant l'enfance créent un besoin constant d'approbation. Donc une Oui. peur du rejet et une difficulté à s'autoréguler émotionnellement. Et ce schéma, en fait, va se traduire souvent par un besoin de performance pour mériter l'amour. Et ça me fait vraiment penser, ces travaux-là, au Sois parfait, en fait, au driver Sois parfait ou au pilote clandestin Sois parfait, pour avoir de l'amour, de faire en sorte d'être toujours au top, au top, au top, en termes de performance. Tout à fait, Samir. Et là, peut-être, ce qu'on peut voir maintenant, c'est comment le syndrome, justement, s'exprime à l'âge adulte. Il va toucher
plein de domaines de vie différents. Si on commence par le côté vie professionnelle, on va souvent retrouver du surinvestissement, de la surcharge de travail, refus de promotion par peur de ne pas assurer aussi, par exemple. Et j'aimerais peut-être rajouter cette précision, parce que là, depuis le début du podcast, on explique que ça vient de notre enfance, de notre éducation, des modèles qu'on a reçus, etc. Et oui, ça joue sur cette dynamique-là. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est que arrivé à l'âge adulte, et même avant, on a quand même la métacognition qui est présente, c'est-à-dire la capacité à réfléchir à nos propres pensées, notre propre mode de fonctionnement, à nos ressentis. Et là où c'est important, c'est de surtout pas se cacher derrière c'est l'éducation que j'ai reçue, mais vraiment de dire en fait, je me rends compte, par exemple dans le domaine du travail, que je m'impose un certain niveau d'exigence, que je mets des attentes, mais en fait qui sont des attentes qui m'appartiennent moi, qui n'ont aucun lien avec ce que les gens autour attendent. Et que finalement, toute la pression que je me mets pour essayer d'avoir, je sais pas moi, de la reconnaissance, de l'amour, de l'acceptation, de tout ce qu'on veut, qui est dans cette racine de l'enfance, en fait, n'arrivera pas, peu importe ce que tu mets en place. Et qu'en fait, il faut réussir à faire cette distinction entre qu'est-ce qui est réellement attendu de l'extérieur et qu'est-ce qui est réellement attendu à l'intérieur de moi et que je fasse la distinction des deux pour justement prendre du recul par rapport à tout ça. Ouais, exactement. Ça, c'est bien de le mentionner. Le fait qu'en grandissant, en fait, on développe notre propre métacognition et du coup, on a cette capacité de se remettre en question parce que c'est vrai que sinon, c'est très facile de remettre ça sur le dos des parents. Je veux dire, tu sais, la seule manière que tu n'aies pas ces soucis-là, c'est de pas avoir de parents, mais tu survivras pas longtemps, tu vois. Et encore, t'en auras peut-être d'autres, tu vois. Donc c'est ok, mais c'est juste ça en fait, c'est que un enfant ça a des besoins et pour satisfaire ses besoins, l'enfant va faire des raccourcis en fait de certaines choses qu'il vit, de certaines choses qu'il voit, de certaines choses qu'il entend, de ce que les parents vont dire et en fait c'est ces raccourcis qui viennent soutenir par la suite le le comportement. Et c'est ça, en fait, c'est que quand on est petit, il y a plein de choses qui se font. Et en grandissant, c'est à nous de remettre en question certaines choses qu'on a appris ou certaines choses ou certaines conclusions qu'on a faites. Alors, Julien, maintenant, comment il s'exprime dans la vie perso? En fait, ce qu'on va retrouver beaucoup, c'est de la difficulté à dire non, beaucoup d'auto-sabotage et beaucoup d'hyper-contrôle en fait chez les personnes qui ont ce syndrome-là. Peut-être précision du coup sur le côté auto-sabotage, c'est que ce syndrome du bon élève va faire que tu vas te saboter dans le sens où tu vas reporter des choses, où tu vas pas rendre certaines choses, où tu vas pas prendre certaines décisions, où tu vas Exact. Ouais. en fait t'empêcher de progresser pour justement être le fameux bon élève. Mais il n'y a pas un examen final en bout de piste, d'accord? Tu passeras pas un examen juste avant de rentrer dans ton cercueil là. Il y a pas un contrôle de fin où il faudra que tu dises j'ai tout réussi, j'ai tout fait, j'ai eu les meilleures notes partout. Ça fonctionnera pas. Du coup, si tu es dans cette dynamique, tu as des chances d'être en autosabotage puis du coup en hyper contrôle aussi comme tu le disais. Et tu vois, c'est drôle comment ça se rapproche beaucoup des pilotes clandestins, du pilote clandestin soit parfait, en fait. Parce que c'est aussi Complètement. ça, hein, c'est une conséquence de la procrastination, le fait de pas faire les choses parce que tant que c'est pas parfait, tu veux pas les faire. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui vient très souvent. Et effectivement, en vrai, c'est de l'auto-sabotage. Parce que combien de projets tu n'as pas mené, tu n'as pas créé, tu n'as pas donné de naissance à certains de tes projets sous prétexte que tu n'avais pas la version finale, que tu n'avais pas la version parfaite, pendant que d'autres à côté, en fait, vont te sortir une V1 complètement buggée sans aucun souci et ils vont la développer petit à petit. Et eux, au moins, ils passent à l'action. Complètement. Ouais. Complètement. Et tu vois, au-delà du coup de la vie perso de manière générale, on peut regarder aussi la vie relationnelle parce que ça va être touché aussi. Il faut être utile pour exister. Tu sais, t'as ta place dans la relation seulement si t'es utile, si tu sers à quelque chose, entre guillemets. Et donc, du coup, tu vas retrouver peur du conflit, surresponsabilisation, et ça peut compliquer énormément, justement, tes relations. Parce que si t'es pas le bon partenaire, la bonne partenaire, du coup, c'est plein de pression, c'est plein de choses, et encore une fois, c'est associé à ce fameux syndrome du bon élève. Ouais, exact. Le dernier point, c'est la vie parentale. On en a déjà un peu parlé, mais
le fait de pratiquer une parentalité parfaite, en quelque Mmh. sorte, de vouloir toujours être au top, être parfait, vouloir tout faire, vouloir paraître aussi parfois parfait. Ça peut rentrer aussi dans le cadre. Il y a aussi la culpabilité constante de pas être parfait, encore une fois, de pas bien faire les choses, ou selon nous, encore une fois, selon nous, de pas bien faire les choses de la meilleure des manières, et le besoin de validation extérieure également, euh, qui vient euh, qui vient rentrer en considération. Et tu vois, je pense à la culpabilité parfaite. Il y a aussi dans cette culpabilité parfaite, ce qui rentre, il y a aussi beaucoup cette comparaison avec les autres. Tu sais, si tu as des parents qui te disent, Mmh. bah, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai réussi ceci, moi, mes enfants ont des meilleures notes, bah, en fait, il va y avoir cette culpabilité qui va venir en plus derrière alimenter cette parentalité parfaite. Donc derrière, on est dans un cercle vicieux. Ouais. Oui, et puis, tu as la réussite aussi parfois, Mm. des parents qui sont là et il faut que les enfants fassent au minimum, Oui, sinon oui. mieux, parce que sinon ça a pas de valeur et on en parlait tout à l'heure et c'est très problématique. Là-dessus, si jamais toi qui nous écoutes, ça t'intéresse, il y a des recherches, en particulier celle de Hewitt et Flett de 1991, qui parlent du Multidimensional Perfectionism Scale, donc l'échelle multidimensionnelle du perfectionnisme. Et les chercheurs, en fait, identifient 3 types de perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme autodirigé, envers les autres, et le socialement prescrit. Alors, rapidement, l'autodirigé, c'est les attentes qu'on a sur nous-mêmes et comment on doit atteindre justement ce niveau de perfection plus exactement par rapport à nous-mêmes. On a celui qu'on va avoir envers les autres, celui-là est relativement simple, et le socialement prescrit, ben en fait, c'est le plus délétère de tous, parce qu'en fait, c'est la croyance profonde que les autres attendent de nous de la perfection. Donc c'est une espèce de projection qu'on fait, comme je te disais dans le cadre du travail par exemple, que bah tu vas avoir toutes ces attentes que tu projettes et que tu penses que les autres attendent de toi telle et telle chose. Et du coup, bah, ça va augmenter ton niveau d'anxiété, ça va augmenter tes risques de dépression, ça va augmenter considérablement ta fatigue mentale et augmenter tes risques de faire un burn-out. Exact. Alors, Julien, on va passer au point suivant. C'est pourquoi ce syndrome explose en période de reconversion ou en période de flou. Parce que bah, très souvent, en fait, ces personnes-là vont vivre une perte de repère Mhm, totale, une insécurité identitaire. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tous ces comportements-là qu'ils ont eu pendant des années, bah, ça s'est comme ancré dans leur identité, selon eux. D'accord? mhm. Ça fait partie de leur identité. Ça fait partie de ce qu'ils sont. D'accord? Ça fait partie de ce qu'ils incarnent au quotidien. Donc, en fait, à partir du moment où ils se rendent compte de tout ça et que, Mhm. bah, ils atteignent un seuil, très souvent, vu que c'est remis en question, bah, il y a cette perte totale de repère de, bah, qui suis-je au final? Je suis qui en réalité? Où est-ce que je vais aller, sans tout ça, sans cette part de moi, en fait, qui existe? Donc voilà, ça, c'est le premier point. Ouais, complètement. Mmh. Bah, c'est effectivement important de nommer ça parce que il y a ce côté confusion en fait entre identité et résultat. D'ailleurs, on en parle souvent dans la formation pour aider à mieux guider les clients dans cette progression pour faire la distinction entre qui je suis, ce que j'ai, ce que j'accomplis, ce que je fais, etc. Et bah, comme tu le dis, il y a cette insécurité qui se produit parce que bah, quand il y a reconversion, quand il y a période de flou, quand il y a incertitude, bah, du coup, il n'y a pas de visibilité sur les résultats qu'on peut produire. C'est très problématique. Et ça occasionne, entre autres, le fameux retour de la petite voix critique qui te dit, dans le creux de l'oreille, et ouais, et si ça marche pas, en fait, et si tu te plantes, et si tu te trompes, et si jamais tu n'y arrives pas. Et en fait, tout ça, ça peut mettre énormément de freins et empêcher, finalement, de progresser dans la bonne direction, parce qu'il y a ce foutu syndrome qui est en arrière-plan. 3e point, justement, c'est, l'injonction à réussir parfaitement, justement, Mhm. cette reconversion-là, de pouvoir se réinventer. Bah, en fait, encore une fois, c'est toujours le soi parfait qui se manifeste. Il faut que je fasse les choses bien comme il faut. Il faut que je les fasse de la meilleure des manières. Sinon, bah, on peut aussi tomber dans une phase de down où on fait rien au final. Tu sais, Sinon, c'est pampan cucu. on postpone. C'est ça. On retarde, on retarde, on retarde. Et peut-être justement de passer sur une étude de Brown et Harris de 1978. Pas En le fait, pain, Harris, hein.
tout de suite. Ouais, pas le pain, pas le pain. C'est important de le garder. Exactement. Donc en fait, leur étude sur la dépression montre que les personnes qui ont connu une pression familiale ou académique forte sont plus vulnérables en situation de changement. Donc ça vient confirmer en fait ce qu'on est en train de te partager. Et inconsciemment, en fait, ces personnes, elles vont reproduire des stratégies de protection face à l'incertitude. Ces stratégies Mhm. de protection, encore une fois, c'est des mécanismes de défense. Et Julien, on en parle très souvent, hein, mais c'est dans les périodes de stress que nos anciens mécanismes ou nos anciennes programmations refont le plus surface. Tout à fait. Ouais. Ouais, parce que quelque part, c'est finalement les stratégies qui sont les plus facilement accessibles. C'est celles qui sont en réserve pour dire, bah, s'il se passe un truc, c'est ça qu'on va utiliser. Et c'est là aussi où c'est super intéressant de bosser, alors, avec des psys, bien évidemment, idéalement dans une approche systémique, mais aussi avec des coachs formés à l'approche systémique, c'est d'apprendre à décoder finalement ces automatismes, ces mécanismes qui sont présents et de générer des nouvelles dynamiques et de nouvelles stratégies pour qu'on puisse avancer. Et donc, ça se travaille tout ça. C'est ça qui est important. Et tu parlais de cette recherche de Brown et Harris. Il y a aussi les travaux en fait de Brené Brown. Peut-être que toi qui nous écoutes, tu connais déjà justement cette femme, super inspirante dans ses partages, super inspirante dans ses ouvrages aussi. Tu peux la retrouver sur YouTube. Elle fait beaucoup de partages. Et en fait, dans ses recherches sur la honte, Brené Brown a démontré que le perfectionnisme n'est pas une quête d'excellence, mais une stratégie de défense justement pour éviter la honte et la vulnérabilité. Donc, quand il y a ça qui se met en place, bah c'est pas t'essayes tout le temps de faire parfait puis t'es chiant avec ta perfection. C'est parce qu'en fait ça répond intérieurement à un inconfort. Et cet inconfort, bah ça peut être justement le fait d'essayer d'être irréprochable, d'être vu comme ce qu'on pense que les autres attendent de nous qu'on soit. Et donc on est dans ce syndrome du bon élève, de l'élève parfait. Et le souci, bah, c'est que ça t'empêche d'être toi, ça t'empêche d'être aligné, ça t'empêche de te sentir bien. Et ça, clairement, bah, ça a des impacts qui peuvent être vraiment dévastateurs. Ouais, ouais, totalement. Euh, Justement, je pensais à Brené Brown. Je me suis dit, Mhm. si c'était pas le cousin de Morgan Brown, si tu nous écoutes, Morgan, j'espère que tu vas bien. Bah, ça serait plus la cousine, du coup, Oui, oui, ah de oui, la Morgane. cousine, effectivement. Ne fais pas attention, aujourd'hui je bafouille beaucoup, je suis fatigué. C'est ok, Euh, c'est ok. Puis moi, je fais des blagues pourries, fait comme ça, au moins, tu vois, le duo parfait. Un qui a le exact. cerveau qui marche plus, puis l'autre qui raconte que des conneries. Moi, je fonctionne avec un neurone, là, tu sais, je suis malade, je suis fatigué, toi tu me fais des blagues, je ne comprends pas, je tombe dans les Puis trucs. les miens, ils sont en mode popcorn ce matin, fait que tout va bien. L'équipe de Allez, choc. grave. Alors peut-être Julien, le quatrième point, c'est l'impact invisible justement de ce syndrome, mais Mhm. qui est dévastateur. Ouais, Le premier, complètement. donc l'un des impacts invisibles mais dévastateurs, c'est le fait que ces personnes vont tellement tirer sur la corde à Mhm. certains moments qu'ils sont susceptibles et qu'ils vont même le vivre. Ils vont vivre du burn-out très souvent, de la fatigue chronique et beaucoup de tensions corporelles. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Des fois, on a des douleurs au dos, on a des douleurs un peu partout dans le corps et on se dit, ben, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai mal dormi, c'est peut-être par là, je sais pas d'où ça vient. Ça vient très souvent du stress, toutes ces tensions-là. Et d'ailleurs, on l'expérimente beaucoup, Julien, en sophrologie. En sophro, quand on va mettre en tension tout le corps pour regarder un petit peu où sont les tensions. Et en fait, ces tensions-là sont le fruit peut-être souvent d'un stress, de problèmes en fait qu'on est en train de vivre, etc. Et souvent, dès que le problème part, ou dès qu'on lâche prise, la douleur part. Et en fait, c'est ça, c'est ce stress constant qui amène ces problématiques-là. Et Julien, tu sais, quand je parlais de burn-out, il y a le burn-out classique tel qu'on connaît, mais il y a aussi un burn-out silencieux qui est plus une forme de syndrome d'épuisement. En fait, il est moins spectaculaire que le burn-out classique, c'est-à-dire qu'on le voit pas, d'accord? Et il Mhm. s'installe dans la durée. Et là où le burn-out classique, les personnes vont à un moment ou l'autre exploser en crise, en pleurs, faire des arrêts brutaux,
vont mettre leur système nerveux vraiment en tension totale au point où ça explose à un moment ou l'autre. Lui, le burn-out silencieux, il va amener, comme on l'a expliqué, hein, de la fatigue chronique, donc physique et mentale, d'accord, mais qui est gérable malgré tout. Ça peut amener des désintérêts progressifs pour le travail, pour la vie personnelle, pour la vie dans les relations, etc. Ça peut amener des automatisations de gestes, en fait, de faire les choses, mais pas parce que, tu sais, consciemment, on les fait juste sans les vivre, en fait. Mécaniquement, là. Ouais, tout à Ouais, fait. voilà, totalement, on devient un robot, en fait. Il peut y avoir une perte d'élan vital, d'envie, de créativité. Et en fait, la crise, elle n'est pas apparente. C'est juste que la personne, elle commence à se laisser aller petit à petit. Et de garder aussi à l'esprit que ça peut, tout ça, amener au suicide. Est-ce que peut-être tu as envie d'en dire plus, Julien, par rapport à ça? C'est sûr que, tu sais, il peut y avoir plusieurs sources et causes, justement, qui peuvent amener une personne à décider de passer à l'acte et de mettre fin à ses jours. Ça va faire partie d'eux. Ça dépendra, en fait, du niveau de pression que la personne ressent. Ça dépendra de son environnement direct. Ça dépendra de ce qui se passe dans son travail, dans sa vie. Si en plus, il y a d'autres challenges personnels qui sont rencontrés, d'autres blessures aussi qui peuvent être présentes, qui n'ont jamais été prises en charge. Fait qu'il y a tout un tas de points à prendre en compte, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, ce syndrome du bon élève, à un moment donné, ça peut devenir débilitant dans le sens où ça vient complètement dérégler notre mode de fonctionnement et ça peut malheureusement nous amener jusqu'à aller chercher une corde à Leroy Merlin et puis en finir tristement finalement. Et tu sais, j'utilise cette image, mais ça pourrait être autre chose là. C'est juste pour illustrer un peu le truc. Mais voilà, ça peut mener jusque là. Ça se trouve, tu peux vivre toute ta vie avec le syndrome du bon élève. Tu vas par période dans ta vie te sentir misérable et pas forcément être au meilleur de ta forme, mais tu peux tenir comme ça toute ta vie. C'est juste que si ça vient s'accumuler avec d'autres facteurs, ben en fait ça les augmente et ça ça pousse considérablement justement le risque encore plus loin. C'est justement une des choses qui peut mener au suicide, c'est vraiment tu sais, quand on parle de burn-out silencieux, c'est le fait qu'il n'est pas vu, en fait. C'est que la personne, en fait, a l'impression que c'est OK, bon, tu vois qu'il y a cette démotivation et tout ça, mais elle vit le truc dans son coin et Tout elle à se fait. sent forcément incompris, elle va s'isoler petit à petit, etc. En partie, ça peut pousser à ça. Ouais. Oui, oui, complètement. Bah, ça joue dans la balance. Et ce qui est important aussi, c'est pour les personnes qui ont pu vivre malheureusement justement le départ de quelqu'un lié justement à ça. Ce qui est important, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que tu peux te t'en vouloir de pas avoir vu quelque chose, de pas avoir repéré qu'il y avait un malaise, de pas. Mais en fait, même si c'est un mécanisme normal que de s'en vouloir, c'est aussi de prendre conscience que oui, mais si l'autre ne communique pas, je suis pas dans sa tête, je peux pas deviner ce qui se passe. Je peux être attentif ou attentive. Tu sais, souvent il y a des photos comme ça qui passent de bah ça c'était un tel la veille avant qu'il mette fin à ses jours et puis bah tu regardes la personne et tu te dis en fait elle avait le sourire, elle avait l'air de s'éclater avec ses amis. Et c'est ça aussi où il faut pas vraiment se blâmer ou s'en vouloir parce que c'est aussi une décision qui appartient à la personne qui est passée à l'acte et que de l'extérieur, on a finalement très peu d'influence sur ça. Parce que quand une personne a clairement décidé d'eux et qu'elle a passé un accord avec elle-même à l'intérieur d'elle-même, bah, à la rigueur, tu peux repousser plus loin l'acte, mais souvent, il n'y a pas grand-chose, à part eux-mêmes, qui peuvent faire changer la dynamique et faire en sorte de ne pas passer à l'acte et de ne pas aller dans cette direction-là. Donc ça, je crois que c'est important de le préciser, parce que si toi qui nous écoutes, bah, t'es peut-être en train de traverser une situation comme celle-là, ou que t'en as traversé une il y a peu de temps, ou il y a peut-être longtemps, et que tu es encore en train de discuter avec toi-même et en train de négocier avec toi-même en mode oui mais j'aurais pu voir, oui mais j'aurais pu faire attention, oui mais il y avait des signes, oui mais il y avait des choses. Tu peux pas tout voir en fait. Et tu ne peux surtout pas voir ce que l'autre n'a pas envie que tu vois. Donc, de faire attention à ça. C'est important. Exact.
Autre impact, Julien, c'est le fait de ressentir du doute permanent, Mmh. de l'autocritique et de la perte de désir. Alors la perte de désir, on l'a mentionné justement avec le burn-out silencieux, Mmh. mais cette sensation de doute-là, forcément, c'est parce que tu as cette petite voix dans ta tête qui est là et qui te dit: «Ben non, est-ce que tu es au top? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que, tu peux pas faire mieux? Est-ce que?» Tout ça, voilà, ça amène de la remise en question parce que c'est jamais assez au final, en fait. Quand on a ce syndrome-là, en fait, c'est jamais assez. On peut toujours faire mieux. Ce doute va amener de l'autocritique. Tu sais, encore une fois, c'est en cascade, ça va en cascade. Parce que, non, tu comprends, j'aurais pu faire mieux, non, c'est pas terrible. Il y a peut-être des gens qui vont venir et qui vont dire: «Ah, c'est super ce que tu es en train de faire. Oh non, tu sais, c'est 3 fois rien», tu sais, tu minimises en plus, les choses que tu fais. Et ça Mmh. n'aide pas et je pense même que ça peut avoir un gros impact et c'est même pas je pense, ça peut avoir un énorme Ça a un impact énorme impact, ça. sur Ouais, ouais. l'estime de soi. Mmh. Complètement, complètement. Fait que, si tu veux, toi qui nous écoutes, c'est vraiment de comprendre que tout ça, ça va jouer énormément sur la qualité de notre vie, sur la qualité de nos relations, sur la qualité de nos expériences du quotidien. Et le truc, c'est que tu vas difficilement vivre une vie qui va être équilibrée, qui va être saine, si tu es constamment sous contrôle. En fait, tu perds toute ta spontanéité. C'est bon, je l'ai dit. Donc tu perds ça, tu perds cette dynamique, tu perds ta créativité, tu perds ton intuition, tu perds en fait énormément de choses et tu deviens beaucoup trop mécanique. Et en fait, quand tu passes ta vie à être sous contrôle, contrôle de toi, de ce que tu dis, de ce qu'il faut faire, des résultats, de ce que les autres vont penser, en fait, tu es juste en train de cramer ton temps de vie. Et c'est pas un jugement, bien évidemment, parce que si tu es en train de vivre ça aujourd'hui, j'espère que tu prends conscience qu'il faut que tu travailles là-dessus, que tu avances sur ce sujet-là, parce que sans ça, ça va devenir compliqué. Sans ça, tu vas en fait au-devant des difficultés, tu vas au-devant des problèmes dans ton quotidien et ça va pas aller en s'arrangeant. Alors peut-être ici, on pourrait parler de cette étude qui a été faite par Gaudreau et confrères consoeurs, où en fait cette étude montre que les perfectionnistes ont une régulation émotionnelle qui est beaucoup plus lente et une tendance accrue aux ruminations après un échec perçu. Et en fait, le niveau de stress chez les perfectionnistes reste élevé beaucoup plus longtemps, ce qui alimente en fait de l'épuisement émotionnel, du repli sur soi, et donc du coup, une recherche à nouveau du perfectionnisme. Et le truc, c'est qu'il y a une espèce de spirale aussi qui s'installe, qu'il faut prendre en compte, c'est que je n'ai pas les résultats que j'attendais, donc je ne suis pas aussi bien que je devrais, donc je me critique, donc je m'aime moins, et comme je m'aime moins et que je souffre de ce manque d'amour, je vais chercher encore plus de résultats, donc je vais pousser encore plus loin le perfectionnisme, et après, c'est vraiment un cercle vicieux. Et le truc, c'est que tu sais, c'est pas tant de te sentir déçu à un moment donné qui est dangereux pour ton équilibre. Tu as le droit d'être déçu, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être frustré, de pas avoir atteint un résultat. D'accord? On n'est pas en train de dire: «Bah, regarde, prends, ça coule, si tu t'es loupé, on s'en fout». Non, pas du tout. C'est important aussi d'accueillir l'échec et d'accueillir l'émotion, en fait, qu'on ressent et ce qui génère chez nous. Mais ce qui est problématique, c'est le temps, en fait, que ça dure. Parce que si tu te dis: «OK, là, je me suis planté, je suis en colère» et puis qu'en fait, le lendemain ou le surlendemain, c'est comme: «Bon allez, c'est bon, je me suis loupé, c'est pas grave, je passe à autre chose, je régule mes émotions». Quand il y a ce syndrome du bon élève, la régulation, elle est beaucoup trop lente. C'est ce que montre justement cette étude et c'est ça le problème. C'est que c'est tout le côté délétère et néfaste de cette dynamique négative qui s'étale dans le temps et qui finalement parfois ne t'aide pas du tout à avoir un temps disponible pour accéder à une nouvelle réussite ou à une nouvelle progression ou quelque chose de plus positif et tu repars déjà sur un prochain échec. Et en fait, tu fais que ça. Et t'as jamais de temps de repos entre les deux. Et ça, c'est très, très, très problématique. Et du coup, c'est ce qui est vraiment montré dans cette étude. Et toi qui nous écoutes, j'espère que ça fait du sens pour toi et que tu comprends l'importance, du coup, d'avoir une régulation émotionnelle beaucoup plus rapide, beaucoup plus stable, sur laquelle tu peux compter. Parce que sinon, c'est juste de la souffrance étirée jusqu'à la prochaine souffrance qui sera étirée jusqu'à la prochaine, etc., etc. Ouais, exact.
Merci beaucoup Je te le pour ce dis, hein, partage. si je t'emmerde, hein, tu bailles. Non, 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 non. Je plaisante. Je te niaise un peu pour te redonner de Oh, l'énergie. laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que j'étais malade. Non, mais Fous-moi la paix, merde. déjà que le mec, il se fout de ma gueule, hein? Pas du tout. Pas du Je tout. te taquine. Alors, Julien, peut-être on va passer au 5e point. En fait, d'expliquer que ce syndrome n'est pas que personnel. D'accord? Il est aussi culturel. Et par exemple, tu sais, dans certaines sociétés où on va mettre beaucoup en avant la méritocratie, mais en fait, ce syndrome peut comme être exacerbé parce que on va l'associer à notre valeur, on va l'associer à nos résultats. On va Ouais. associer la méritocratie à notre valeur et à nos résultats. Et le truc, c'est que aussi, si en plus on te parle de méritocratie, mais que tu ne vis pas dans une méritocratie, je vais te donner un exemple. Alors, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Attention, Samir. Attention. En France, je sais qu'on m'a beaucoup parlé de méritocratie, mais Mhm. moi, je l'ai senti en allant sur le territoire américain, tu vois, en Amérique du Mhm. Nord. En Amérique du Nord, c'est beaucoup plus une méritocratie qu'en France. En France, on remarque par exemple que beaucoup de gens aujourd'hui qui ont réussi sont des personnes qui sont les enfants de personnes qui ont déjà réussi, etc. Mais j'ai l'impression que Pas la l'ascenseur tête. Pas la social en tête. France, c'est ça. L'ascenseur social en France est quand même en panne, tu vois. Mhm. Mais par contre, on parle quand même de méritocratie constamment. On te renvoie comme ça à l'esprit la méritocratie, la méritocratie, la méritocratie. Mais en fonction de là où tu viens, de là d'où tu viens, ça peut être beaucoup plus compliqué pour toi, en fait, en France de réussir. Là où, en fait, aux États-Unis, en tout cas, moi, j'ai vu quelque chose de différent où tu as des personnes qui viennent de nulle Mhm. part, c'est du fin fond de la planète là, et qui se donnent les moyens et qui arrivent à bâtir des grosses boîtes. Tu sais, j'en prends tellement des exemples. Et en fait, voilà, j'ai vu beaucoup de personnes ici que j'ai rencontrées, en fait, qui ont fait des petits boulots comme je t'ai dit, tu sais, ils ont travaillé dans la restauration, ils ont fait du Uber à côté, et qui derrière, en fait, ont commencé à gérer des patrimoines immobiliers ou qui ont créé leur entreprise ou qui ont créé un empire entrepreneurial dans leur pays, tu vois, par exemple, ou aux États-Unis. Et voilà, ça c'est l'image que j'ai. Et en fait, voilà, parfois on te parle beaucoup de méritocratie, mais cette méritocratie, elle n'existe pas réellement. Non, non, Ouais. mais effectivement. Et alors, peut-être que je vais me faire taper dessus aussi, puis c'est pas grave, on mettra le casque. Ouais. Euh, En France, on n'est pas dans une méritocratie. C'est ça, c'est vrai. On est Merci dans de une confirmer ce que je pense. on est dans une sociocratie en France. C'est-à-dire que si tu es sage, que tu fais ce qu'on te demande, que tu suis ce qu'on te dit de faire, et que ceux qui sont déjà au-dessus de toi, tu suis ce qu'ils te demandent de faire, dans ce cas-là, tu as une chance de réussir. Et c'est même pas garanti. C'est pas Parce que garanti. tu peux suivre les règles de ceux qui sont au-dessus en disant, bah, si je suis ces règles, je vais finir par. Mais c'est de la politicocratie et de la sociocratie, mais c'est pas de la méritocratie. Alors, ça veut pas dire que tu ne peux pas réussir par le mérite. Bien sûr que si, tu peux réussir par le mérite. Pour passer beaucoup de temps dans le domaine de l'entrepreneuriat, puis aussi d'être en lien Bah, avec le domaine des regarde. startups. Je vais te dire, j'en croise des gens, j'en croise des jeunes euh, qui vont grimper, qui vont avoir des super résultats, et c'est basé sur les résultats qu'ils ont. Et c'est basé sur les efforts qu'ils fournissent. Mais dire que la société en France, c'est une société qui fonctionne sur le principe de la méritocratie, non. Je suis désolé. Quand tu vois des espèces de gugus à la con qui n'ont rien à foutre des gens en fait qu'ils ont en dessous d'eux et qui sont mis sur des postes à pouvoir, à responsabilité et à impact social, économique, santé, tout ce que tu veux. Excuse-moi, tu vas pas me dire que ce mec-là, il est arrivé ou cette nana est arrivée à ce stade-là par le mérite. bien sûr. D'accord? Parce que s'il y a du mérite, ça veut dire que tu as bossé. Je dis pas qu'il bosse pas fort, attention. Mais ça veut dire que tu as bossé fort, que tu as été chercher des résultats, que tu as prouvé en fait ton efficacité, que tu as prouvé ta capacité à produire quelque chose. Parce que si tu fonctionnes à la méritocratie, c'est que si tu en es là, c'est parce que tu as produit quelque chose. Bah, si on regarde un petit peu ce qui se passe, et il y a pas qu'en France, hein, il y a dans plein d'autres coins, c'est pareil. Hein. Mais c'est de regarder et de te dire, ben finalement, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi vraiment que tu as produit? C'est quoi qu'on mesure? Tu sais, si on part sur la méritocratie, c'est quoi qu'on peut mesurer de ce que tu as apporté, de ce que tu as amené et de ce que tu as... Tu sais, c'est quoi la valeur que tu as apportée pour le reste de l'humanité?
Et souvent, c'est pas ouf là. Et tu sais, je me mets dans le lot là, je fais ma part, mais on fait ce qu'on peut à notre niveau. Ouais. Mais à un moment donné, voilà, c'est de remettre aussi les choses en perspective, parce que je crois que c'est important d'arrêter de se mentir à soi-même sur des concepts qui sont pas du tout appliqués et qui en fait ça n'emmènera nulle part. Ouais. Ouais, non, bah, merci Julien, parce qu'effectivement, ça confirme ce que je ressens. Et tu sais, encore une fois, c'est pas pour faire la victime, hein, loin de là. Mais par exemple, en tant qu'immigré, tu vois, en tant qu'enfant d'immigré, bah, Mmh. je sais que c'est beaucoup plus difficile, très souvent, de gravir les échelons. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y en a Non, qui c'est pas arrivent à le possible. faire. Ils sont rares, mais ils arrivent à le faire. Mais c'est souvent beaucoup plus difficile parce qu'on te renvoie souvent à certaines choses. Moi, je me rappelle à l'école, Julien, moi, j'avais une prof qui ne voulait pas que j'aille, par exemple, en seconde générale, alors que j'avais des meilleures notes que Mmh. certains élèves qui avaient un prénom moins exotique que moi, qui avaient une moyenne générale beaucoup moins élevée que moi, d'un point, Mon débile. Julien, à l'année. Donc la moyenne était toute l'année, j'étais meilleur et à Mmh. l'année, ma moyenne était supérieure d'un point à un point et demi. Et Mmh. moi, en fait, elle voulait m'envoyer faire une seconde professionnelle ou en BEP. En fait, elle ne voulait pas me laisser aller, ma prof principale, en général. Et heureusement que le directeur me connaît, tu sais, il me connaissait depuis le début, etc. Il sait très très bien que je faisais Mmh. énormément d'efforts et que je m'en sortais quand même. Et en fait, il est venu et il a mis tu sais, il a tapé du poing sur la table en disant mais en fait c'est complètement con en fait d'envoyer Samir en professionnel ou en BEP alors qu'en fait il a les moyens d'aller en général, tu vois. Et, Ouais, euh, tout à et, fait. et Puis tu vois, après, c'est ton choix aussi. oui, c'est mon choix. Enfin, je veux Et dire, à un moment donné, tu proposes ces choix-là éventuellement pour éviter de mettre un étudiant, une étudiante en échec scolaire, de dégoûter finalement et de se retrouver avec un enfant qui a du potentiel, mais qui finalement va sortir du système parce qu'il est complètement dégoûté de ce qui se passe. Donc c'est important qu'il y ait plusieurs branches. bien Mais à un sûr. moment donné, si tu as les notes qui te permettent d'eux et que tu as la volonté d'eux, mais foutez-moi la paix en fait. C'est exactement ça. Et tu vois, en fait, pour dire que des fois, il y a aussi il y a un point social, je sais pas, il y a des choses qui font qu'il y a une différence qui est faite. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Majoritairement, j'ai eu que des bons profs, tu vois. Mais j'en ai eu quelques-uns, vraiment quelques-uns, où voilà, tu sais, j'aime pas utiliser certains termes, mais là, je me dis quand même, il y a un truc qui va pas, tu vois. Pourquoi il y a cette différence de traitement? Julien, je vais refaire un truc, c'est que par rapport à, regarde, il y a des exceptions. Je prends l'exemple de Xavier Niel et Bernard Tapie. C'est des gens Oui. qui viennent du peuple, tu vois. Et pourtant, ils ont réussi, d'accord? Mais ils ont bossé très fort. Après, c'est des entrepreneurs, ils ont travaillé tout seuls. Parce que la méritocratie, c'est par exemple, tu travailles dans une entreprise, je te donne un exemple, tu vas travailler dans une entreprise, dans une structure, et en fait, on va te, récompenser en fonction de la charge de travail que tu donnes, en fonction Mmh. des efforts que tu fais, en fonction de tes résultats. Et c'est ça, en fait, que moi, j'ai pas trouvé en France. Et pour le dire, même dans mes années de travail, ceux qui étaient mis au rang de manager, de responsable ou à des postes à responsabilité, c'était pas toujours ceux qui bossaient le plus. Hein. C'était pas toujours ceux qui bossaient le plus. C'était aussi beaucoup ceux qui donnaient l'impression de bosser plus. Tu vois. Oui, et d'ailleurs, tu vois, j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est que si toi qui nous écoutes, ça fait un moment que tu es dans une entreprise et que tu as déjà vu passer, tu sais, c'est passé sous ton nez là, des postes supérieurs que tu visais, en disant bah je vais continuer à travailler fort, je vais continuer à montrer que je suis capable. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que pas monter en grade dans une entreprise pour différentes raisons. Je parle pas dans le domaine du service public. D'accord? Parce que là, souvent, c'est des concours, etc. Donc là, c'est vraiment ta performance, tes notes, tes scores. Mais dans le domaine du privé, te dire que il faut que tu performes à fond et que tu sois hyper bon, ça sera pas ta clé pour monter sur des postes à responsabilité. Ce qui va être ta clé, c'est comment tu vas devenir un leader, comment tu vas communiquer, comment tu vas jouer avec les règles politiques internes de l'entreprise. C'est ça qui va faire que. Donc ça sert à rien de te cramer en te disant je vais donner tout ce que je peux pour avoir le poste que je veux, parce que c'est l'autre espèce d'imbécile qui va avoir le poste à côté de toi, qui prend le rien de la journée et que tu compenses par ton travail, qui va prendre ce poste-là. Et ça, c'est une réalité malheureusement qui est trop souvent validée dans le domaine du travail. Mais c'est de comprendre que ta réussite,
ne va pas dépendre exclusivement. C'est important de nommer que oui, c'est important de le faire, mais ça ne dépend pas de ça exclusivement, parce que c'est pas en étant le meilleur élève que ça va t'ouvrir les meilleures portes. Juste de faire attention à ça. Ouais, et du coup, ouais, fais attention à ton, tu sais, ne t'auto-flagelle pas si bah, tu bosses comme un malade et que tu vois quelqu'un d'autre monter alors que c'est pas toi. C'est ça. Voilà, de comprendre Lève que, le pied au contraire. ouais, lève le pied. Faut Ouais. que ce soit le signal de, ok, peut-être que là je suis en train d'en faire trop. Si t'as pas la reconnaissance que tu veux par rapport aux efforts que tu fais, c'est probablement que t'es pas sur la bonne dynamique. Fait que ralentis, lève le pied, et puis joue un peu plus dans la cour de la politique, de la communication, du leadership. Ça t'apportera beaucoup plus de résultats. Exactement. Bon, allez, je vais arrêter parce que tu sais, mon cerveau est en train de partir en, tu Ça sais, suffit, Samir. Mais ouais, ça, c'est j'ai le coup plein du d'exemples à sirop contre donner. la toux, hein. Ah oui, ça doit être ça encore une fois. Bah, j'en prends pas. J'en prends pas. Je fonctionne à la tisane, pas la totale. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, Donc, ça dans ce doit être cas-là, ça. c'est l'herbe à chat. Et en plus, quand tu mélanges avec des épices, là, ça fait un cocktail explosif. Et il y a aussi le patriarcat qui joue. Oui. L'homme, en quelque sorte, ou plutôt, il faut qu'il performe, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il Mhm. montre que ce soit le meilleur, il faut qu'il soit tout le temps compétitif. Là où la femme, en fait, elle va être beaucoup plus dans le fait plaisir. C'est Oui. soit gentil, soit une bonne fille, soit une bonne femme, etc. Tu sais, malheureusement, c'est aussi un peu ce qui Mhm. vient de là. Et malheureusement aussi, ce patriarcat, on va le retrouver aussi en entreprise, parce qu'on parlait des entreprises, où parfois tu Mhm. peux avoir une femme qui est très très compétente, qui a énormément de compétences, qui bosse énormément, et en fait, tu as son collègue masculin à côté qui, lui, va avoir le poste et pas elle. Donc malheureusement, le patriarcat joue aussi. Ouais, alors j'aimerais peut-être amener une nuance là-dessus. Puis pareil, si je me fais taper dessus, vous avez qu'à faire vos recherches et vous allez voir de Mhm. quoi je vous parle. C'est que il est ressorti aussi justement dans les études sociologiques que tu prends par exemple les pays nordiques comme la Finlande, comme la Suède, qui ont en fait installé depuis longtemps dans les fondements même du fonctionnement de leur société le principe d'égalité, où il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes, où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il prend le poste qu'il veut, il prend les responsabilités qu'il veut. Dans une société qui finalement pourrait en inspirer beaucoup d'autres dans un mode de fonctionnement beaucoup plus égalitaire, bah, il y a quelque chose qui ressort qui est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que ça vient, après, c'est peut-être un biais de confirmation de ma part, très probablement, mais c'est pour ça aussi que j'amène souvent cette idée que l'égalité, c'est de la pure connerie et qu'il faut arrêter de vouloir être égaux entre hommes et femmes parce qu'on a nos différences et que c'est important de les respecter, qu'on ait de l'équité, oui, qu'on ait du respect, oui, qu'on soit tous soumis aux mêmes règles et aux mêmes lois, oui, aux mêmes responsabilités, il n'y a pas de problème. Mais quand tu prends ces sociétés-là et que tu regardes comment elles fonctionnent, elles ont au plus profond de leur mode fonctionnel, dans leur système, cette égalité de que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu peux devenir PDG, tu peux devenir ministre, tu peux devenir personnage politique, tu peux devenir responsable de banque, peu importe. Eh ben, ce qui est et ce qui ressort, c'est que les hommes vont naturellement aller vers la performance, vers la création de valeur, vers l'effort, vers le travail vraiment intense, et les femmes vont naturellement aller vers tout ce qui est en lien avec le relationnel, le soin, la prise en charge. Fait que, oui, il y a le patriarcat qui vient mettre tout un tas de choses, mais il faut pas tomber non plus dans est-ce que finalement on est en train de forcer les hommes à performer? Est-ce qu'on est en train de forcer les femmes à faire plaisir, entre guillemets, être plus dans le côté social, dans le soin, dans la prise en charge? Est-ce qu'en fait, on peut pas simplement se dire que ça fait partie naturellement de notre mode de fonctionnement et que le problème, c'est à la fois, oui, la société qui dit que bah, les femmes ont plus tendance à faire ça, donc elles devraient aller vers ça. Les hommes ont plus tendance à faire ça, donc ils devraient aller vers ça. Donc de pas forcer, en fait, le chemin, d'ouvrir les portes et de dire, bah, chacun peut faire ce qu'il a envie, mais que du coup, on crée pas un, un mécanisme en opposition qui va faire tout autant souffrir, d'obliger des femmes qui ont peut-être envie, justement, d'être dans une dynamique qui est beaucoup plus en lien avec l'humain, avec le soin, avec
la communication, avec la parole, avec la prise en charge, mais qui vont se forcer à aller chercher des postes à responsabilité parce que tu comprends, il faut, parce que tu as suffisamment de messages contraignants dans la société aujourd'hui qui te dit oui, c'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas devenir chef d'entreprise, que tu peux pas ceci, que tu peux pas cela. Foutez-leur la paix, en fait. Si elles ont envie de le faire, elles le font. Si elles veulent pas le faire, elles le font pas. Et du même acabit, c'est du côté des hommes, on va pas les forcer non plus. Car si le mec, il a pas envie de devenir trader ou de devenir ultra performant dans son entreprise, mais que ce qu'il tente, c'est d'ouvrir un orphelinat, laisse-le ouvrir un orphelinat, en fait. On s'en fout. Fait que, tu sais, je rebondis là-dessus, mais c'est parce que ça me fait tellement... En fait, ça me fatigue d'entendre des discours polarisés sur ce truc-là, alors que il y a tout un tas d'études sociologiques et psychologiques qui démontrent que on n'est pas les mêmes, on ne fonctionne pas de la même façon, et il y a une prédisposition à faire certaines tâches, certaines actions, et à prendre beaucoup plus de plaisir et d'être bien meilleur sur certains postes et sur certaines questions, d'un côté et de l'autre, et qu'en fait, laissons le monde faire ce qu'il a envie de faire à partir du moment où il s'inscrit dans la société, qui contribue en fait positivement et qu'il apporte de la valeur. Voilà, je fais mon petit coup de gueule là, mais c'est juste pour amener un peu plus de nuances pour pas qu'on parte en mode ah oui, c'est encore le patriarcat qui machin. Foutez la paix au patriarcat, c'est bon, on passe à autre chose là. Tu sais, Voilà, ça me fait désolé, je penser. voulais pas Non, non, non. venir trop perturber T'inquiète. le sujet, mais je crois que c'est important. Bah, en tout cas, pour moi, c'est important de faire cette distinction. Ouais, et je sais pas pourquoi, tu sais, tu es en train de parler, j'ai pensé à la PDG de Theranos. Alors c'était Elizabeth Holmes. Bon, c'était une fraude, hein, bien sûr, parce elle a menti comme pas possible, etc. Ouais, tout à fait. Euh, et de l'entrepreneuriat à l'américaine pure, tu sais, parce qu'il y a beaucoup le fake it until you make it. Elle l'a beaucoup fait, mais elle a trop abusé du fake it until you make it. Et en fait, le truc, c'est que, bah, par exemple, cette dame qui Mhm, était, tu sais, propulsée au rang de, c'est une entrepreneuse extraordinaire et tout ça. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est un peu comme pour elle, c'est que chez beaucoup de femmes qui ont de gros postes à responsabilité, pas tous, encore une fois, je parle pas d'une généralité, mais j'ai beaucoup vu ça. Il y a cette espèce de masculinisation. En fait, c'est qu'à partir du moment où en fait on va leur donner des gros postes à responsabilité, que ça devient des PDG, que ça devient vraiment, tu sais, des hauts postes là, en ouais. fait, il y a cette espèce de besoin de paraître masculin, comme pour parce que bah peut-être parce que en fait à ces postes-là il y a majoritairement des hommes, donc pour se démarquer ou c'est pour se démarquer en quelque sorte, ils Probablement. essayent de passer Mhm, par là. Mais c'est des choses que j'ai beaucoup vues et je l'ai vu aussi. Ben, je peux donner d'exemples. Là où je travaillais, bah, il y en avait beaucoup aussi qui avaient cette espèce de, il y avait des manageuses qui restaient très mhm, féminines et je trouve ça mhm. parfait, je trouve ça super. Et cette féminité, elle ressortait aussi dans leur caractère, dans leur façon de se comporter avec les autres, avec de l'empathie, avec tout ça. Je dis pas qu'encore une fois, toutes les femmes sont empathiques ou autres, mais il y a quand même une empathie qui est beaucoup plus présente. Mhm. Mais il y en avait certaines où en fait, je te jure, Julien, c'était le costume taillé comme un homme, le comportement très dur. Tu sais, le truc, c'était vraiment, je te jure, Julien, on dirait des hommes. Et même dans leur comportement avec les autres, ce manque d'empathie, ce je vais t'écraser, ce tu sais, je vais être en compétition, je vais te montrer que c'est moi le C'est plus vraiment fort. dommage. C'est C'est vraiment dommage. horrible. Ouais, c'est horrible. Ouais, parce qu'en plus, encore une fois, les études nous démontrent que les femmes font de bien meilleurs leaders que les hommes. Mhm. Mais elles font de bien meilleurs leaders parce que justement, elles ont cette facilité comparée à une grande majorité d'hommes d'avoir beaucoup plus d'empathie, d'intelligence émotionnelle, mais que parce que tu comprends dans ma vision des choses, il faut que je devienne un homme, entre guillemets, dans ma façon d'être, sinon je ne peux pas réussir, ben en fait, tu perds tout ce qui fait que tu pourrais être encore bien meilleur juste parce que tu veux répondre à un critère que tu entretiens dans ton mental et que tu t'empêches en fait de faire différemment parce que tu réponds à d'autres injonctions. Et c'est vraiment ce côté-là, moi, qui me dérange, c'est tu quittes des injonctions pour suivre d'autres injonctions. Et elle est où ta liberté, là? Y en a aucune. Ta liberté, c'est de dire, il y a des injonctions des deux côtés, il y a peut-être des choses que j'ai envie de prendre d'un côté, des choses que j'ai envie de prendre de l'autre, mais foutez-moi la paix.
j'ai envie de fonctionner comme moi je sens que c'est bon de fonctionner, à partir du moment où bien sûr tu t'intègres dans le groupe, dans le mouvement, dans la société, et ta différence, c'est ça qui peut faire aussi toute la beauté de la chose. Mais quand je vois des femmes qui se prennent pour des bonhommes et qui sont à des postes à responsabilité et qui sont imbuvables, bah excuse-moi, je me dis, bah en fait, t'as rien réussi du tout, ma fille. Tellement. T'as peut-être réussi financièrement et socialement parlant, mais humainement parlant, tu t'es planté, mais alors royalement. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, alors, peut-être que dans ton profil, parce qu'on n'est pas tous égaux, les femmes entre elles sont pas égales, les hommes entre eux sont pas égaux, on fonctionne pas tous de la même façon, mais que si jamais t'as pris cette dynamique de développer en fait des caractéristiques d'attitude, de manière de parler, de t'exprimer, de connecter aux autres pour répondre à des injonctions, bah t'as loupé un truc. Et je trouve ça vraiment triste. Parce qu'en fait, encore une fois, les études démontrent que les femmes ont un bien meilleur leadership que les hommes, pour différentes raisons, et que les hommes vont être meilleurs que les femmes sur différents domaines aussi, et c'est parfait. On est là pour être complémentaires. Si on essaie de se remplacer les uns les autres, bah demain en fait l'humanité elle disparaît parce qu'il y a plus de couple, il y a plus d'enfants, il y a plus rien. Chacun fait son truc de son côté. Enfin, je pousse le truc à l'extrême. Mais à un moment donné, faut se rendre compte du chemin glissant sur lequel on est en train de s'embarquer, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et je reviens rapidement après, sur ce que tu Mmh. disais, parce que je sais que encore une fois, quand on parle d'égalité, ça peut faire, ça peut hérisser des poils. Quand tu disais, Julien, les hommes et femmes sont pas égaux, les hommes entre eux ou les femmes entre elles sont pas égaux. En fait, de comprendre que, bah oui, c'est un fait en fait, parce que si tu prends les gens, bah ils ont pas tous la même force, ils ont pas tous les mêmes capacités cognitives. Enfin, ils ont des capacités cognitives, mais ils ont pas tous la même créativité. Ils ont parfois, il y a certaines personnes aussi qui ont, bah, par exemple des handicaps, etc. Et en fait, ça Mmh. fait que, parce que égalité, c'est tous au même niveau. C'est-à-dire, on est pareil. On est la même photocopie. On C'est a ça, tu exactement fais les mêmes aucune capacités sur tous les points. distinction entre 2 personnes. C'est ça. C'est ça fait pas de sens, Bah oui, ça fait pas de sens. Alors que pas de sens. là où on pourrait parler de quelque chose de plus intéressant, ce serait de l'équité. Parce que Ouais, c'est effectivement, ça. tu peux naître Mmh. avec un handicap, avoir des capacités physiques ou mentales peut-être un peu moins élevées que d'autres, mais par contre, tu vas avoir d'autres capacités qui vont être beaucoup plus élevées que les autres et tu vas t'améliorer. En fait, je vais le dire comme ça. L'égalité, c'est de demander à un groupe. Donc, dans un groupe, tu as un poisson, un hérisson, un singe, Mmh. Je vois tu sais, l'image. un Mmh. cheval, tu vois. Mmh. Et en fait, tu leur demandes aux trois, tu leur dis, faut monter l'arbre. Vous êtes égaux. Ben non, ils peuvent pas en fait. Ça fonctionne pas comme ça. C'est chacun a ses caractéristiques et a ses points forts et ses points faibles. Et C'est la alors, fabrique de l'incompétence acquise. exactement. Bah merci Julien. Je n'aurais pas pu mieux le dire. Et là où l'équité, en fait, non, l'équité, on va prendre les forces et les faiblesses de chacun et on va inviter chacun justement à développer ça, Mmh. ses forces et potentiellement s'ils peuvent, bah peut-être pallier certaines faiblesses. Si c'est pas le cas, parce qu'ils n'ont pas les compétences, bah c'est pas grave, ils vont capitaliser sur leurs forces. Et généralement, on invite les gens à capitaliser quoi qu'il arrive sur leurs forces. Donc c'est ça en fait le truc important à garder à l'esprit. Et c'est pour ça quand on parle d'égalité, même déjà entre les hommes, bah, c'est pareil, hein, parfois en fonction de la culture, etc. Tu vas avoir des avantages plus que d'autres. Au niveau du sexe aussi, c'est pareil entre femmes et hommes. Bah les femmes certaines femmes vont avoir plus de facilité que les hommes sur certains trucs, plus de prédisposition que les hommes sur certains trucs. Et parfois même, bah tu sais là où on a des raccourcis. Encore une fois, on fait des Mmh. raccourcis. On va dire une femme c'est moins fort qu'un homme. Il y a tout ce qui est testostérone qui est beaucoup plus développé chez les hommes, mais il y a des femmes qui ont un très très fort niveau de testostérone et qui Bien mettront à sûr. l'amende n'importe quel homme ou en tout cas une bonne Complètement, partie, tu vois, qu'elles vont complètement. voir. Et encore une fois, voilà, bref, tu sais, on va un peu loin, mais c'est un point qu'on avait déjà abordé en podcast et je voulais revenir dessus pour. Mmh. Alors, le truc peut-être qu'on peut nommer maintenant, c'est, comme on le disait au tout début du podcast, c'est selon chez qui ce syndrome va se présenter, bah, ce sera pas la même chose. D'accord? Et on pourrait presque parler de programmation genrée, parce que ce syndrome-là va s'exprimer différemment chez les femmes et chez les hommes. Si on regarde chez les femmes, on va être sur une éducation centrée sur la sagesse, la conformité, la discrétion. On va être beaucoup dans la recherche d'approbation. Je dois être parfaite pour mériter l'amour des personnes qui m'entourent.
Il y a du perfectionnisme relationnel. Mère, amis, collègues irréprochables, c'est des choses qui vont souvent ressortir chez les femmes qui vivent ce syndrome de la bonne élève. Et puis il y a une suradaptation émotionnelle qui va souvent amener de la culpabilité et de la peur du conflit. Donc quand on regarde le syndrome du ou de la bonne élève chez les femmes, ça a tendance à se présenter sous cet angle-là. C'est vraiment cette dynamique qui va ressortir le plus souvent. Samir, est-ce que tu veux nous parler de comment ça s'exprime de l'autre côté chez les hommes, justement? Exactement. Bah, en fait, chez les hommes, ça va être beaucoup plus, sous forme d'injonction à la performance, au contrôle et à la réussite, externe. Donc cette espèce de besoin justement de Mmh. répondre à ces injonctions-là, justement de: «Je veux être le meilleur, je veux être le plus fort», et tu sais, juste comme ça, hein, ça m'est là récemment, il y a à peu près une semaine, j'étais parti dans une espèce d'aquapark, mais avec plein de trucs d'aventure, Julien. Et, Mmh mh. et tu sais, je me suis surpris à reproduire certains comportements comme ça, de Mmh. performance, où en fait j'étais avec un ami et tu sais, donc il y avait enfin plein de trucs, du climbing, escalade, tu sais, tu te lances en tyrolienne, des trucs de, tu sais, un peu aventurier. Et en Mmh. fait, à certains moments, j'avais ce besoin-là, tu sais, c'était inconscient, hein, mais de toujours, ah bah moi je vais faire mieux que lui, tu vois. Et à un moment, je Mmh. dis, mais pourquoi je fais ça en fait? Est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour les autres? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recadré le truc et il y avait un peu des deux. Mais du coup, j'ai mis le focus sur le moi, en fait. C'est, je veux être une meilleure version qu'hier. Parce que ça, beaucoup de challenges que je fais, je les fais vis-à-vis de moi-même. Je me challenge moi-même. Mais en fait, à ce moment-là, il y avait un peu de ça. Il y avait même beaucoup de ça, de je me challenge vis-à-vis de moi-même. Mais il y avait un petit peu de ce, vas-y, j'ai envie de voir dans quel panier je suis et je veux être Mmh. meilleur, tu vois. Et au bout Ouais. d'un moment, je suis sorti de ça. Je dis non, non, je veux être meilleur que moi, en fait. Et donc, je suis sorti de ce truc. Mais effectivement, il y a ce truc-là de, il faut que je sois meilleur que les autres. Il faut que je montre que je sois le plus fort. Ensuite, il y a le refus de la vulnérabilité. Ben, ça vient aussi beaucoup du soi fort, hein. Mais donc, je dois pas montrer mes émotions. Ou aussi encore, je ne dois jamais échouer ou demander de l'aide. Parce que si je le fais, je vais paraître faible par rapport aux autres. Ben, c'est ça, c'est ça. Donc, ce soi fort est vraiment très, très présent. Il y a aussi beaucoup d'hyper-contrôle comportemental dans le sport, dans le travail, dans la productivité. En fait, Mmh. qui vient encore une fois renforcer cette programmation. Et il y a Ouais. tout ce qui est auto-exigence silencieuse. Donc, ben, burn-out silencieux au final, burn-out camouflé. Je sais même pas si on pourrait dire que c'est un burn-out silencieux. En vrai, c'est juste que parce que on avait donné tu sais, les caractéristiques du burn-out silencieux. Là, en fait, non. C'est juste que en public, on va camoufler, on va cacher nos émotions. En Mmh. privé, ça peut ressortir C'est différemment un ou c'est même, un burn-in. c'est ça, c'est un burn-in, ouais. Ah, Mmh. j'aime bien ce terme. Et même parfois, ben, tu sais, vu que la personne, elle n'exprime pas ces choses-là, ça va Mmh. se transformer en quelque chose d'autre parce que l'émotion, il faut qu'elle sorte. Ça va sortir, par exemple, en agressivité. Ça va sortir en comportement dangereux où la personne, elle va rentrer dans la voiture, elle va speeder comme une folle. Tu sais, elle va rouler, elle va prendre des risques en fait au volant, comme pour Ouais. extérioriser en fait cette tension qu'elle cache. Et Oui, bien donc sûr. voilà. Bah, après, c'est pas pour rien que, il y a une majorité des accidents qui sont causés par les hommes, plus que les femmes. Même s'il y a des expressions qui disent que les femmes conduisent moins bien que les hommes. Alors, elles ont une autre façon Ouais. de conduire, c'est certain. Mais, mais les stats démontrent que de toute façon, c'est les hommes qui ont plus ça. Et tu vois, je t'écoutais, tu parlais du sport. Il y a cette espèce de dynamique en ce moment qui ressort beaucoup et qui est très, très problématique finalement chez des personnes qui vont faire beaucoup de sport intensif, mais qui vont en fait chercher à être les meilleurs et qui vont fonctionner aux amphétamines et qui vont en fait se piquer, se droguer, qui vont en fait mettre tout un tas de choses pour gagner en volume musculaire. Et en fait, c'est une catastrophe, quoi. C'est une cata parce que ils sont vraiment dans cette performance absolue mais c'est plus du dépassement de soi. T'es plus dans la performance comme tu disais de bah, je le fais pour moi pour être mieux. C'est je le fais pour être celui finalement qui a les plus gros bras, qui va se montrer sur YouTube et qui va montrer à quel point en fait il a pris en masse. Et c'est c'est problématique, très Ouais, très vraiment. problématique. Ouais. Alors là-dessus peut-être rapidement.
Il y a 2 études qu'on s'était notées. Il y en a une première, c'était Frost et Martin de 1990, qui nommait que chez les hommes, le perfectionnisme est moins exprimé, mais tout aussi présent, et qui est souvent lié à un isolement émotionnel. Parlez de vos émotions. Arrêtez de garder ça à l'intérieur, c'est en train de vous bouffer de l'intérieur. Ça fait tout sauf des choses bien. Donc vraiment, faites attention. Parce que l'expression du doute et de la fatigue est perçue comme une faiblesse, justement. Tu vois, dans les Mhm. années 90, il y a cette étude-là qui est ressortie, qui montrait que ça serait bien peut-être de développer un peu notre intelligence émotionnelle en tant que garçon, en tant qu'homme, ça serait pas une mauvaise chose. Samir, l'autre étude, je te laisse la partager. Ouais, exact. Et justement, je repense à ce que tu dis là avant de parler de l'étude. En fait, c'est aussi pour ça. Tu sais, moi, j'ai déjà entendu ce genre de propos chez certaines personnes. Ouais, j'ai tapé dans la porte parce que j'étais énervé, ou j'ai cassé telle chose, etc. En fait, ça, c'est cette agressivité et cette violence, c'est le fruit justement du fait de ne pas apprendre à accepter, accueillir et parler de ses émotions. En Mhm. fait, cette tension là que tu gardes à l'intérieur de toi, que tu refoules, bah il faut qu'elle sorte. Et malheureusement, chez les personnes qui sont violentes, chez les personnes qui sont agressives, c'est très souvent le signe que cette Mhm. personne-là, elle a un problème. En fait, elle est handicapée des émotions. Donc voilà, donc c'est vraiment important en fait, en tout cas, que les hommes se reconnectent avec ça. Et honnêtement, hein, je te le dis, toi qui nous écoutes, qui a l'air d'être, de penser être tellement fort que tu es capable de garder tes émotions en toi. J'ai envie de te dire, si tu étais aussi fort, pourquoi est-ce que tu Mhm. les partagerais pas? Bah oui, Bah clairement. oui, Mhm. voilà. Ça a l'air difficile pour toi de les Clairement. partager. Si tu étais aussi fort, partage et tu Bah verras. absolument, absolument. Donc voilà, c'était mon petit pic. Donc Julien, la deuxième étude en fait qu'on devait partager ou qu'on voulait partager, c'était une étude de OECD donc de 2022 en fait, Mhm. qui nous explique que les filles réussissent mieux à l'école mais doutent davantage d'elles-mêmes. Donc même en étant plus performantes, bah en fait ça crée une dépendance à la validation externe et alimente la perfection ou plutôt le perfectionnisme féminin. Et là j'ai envie d'ajouter, voilà, c'est mon esprit un peu nuance qui veut parler. C'est les C'est 50 que nuances de Samir. c'est ça, exactement. En fait, les filles réussissent mieux et elles doutent plus, mais j'ai envie, tu sais, j'étais en train Et de les mecs réfléchir doutent moins sur et ce réussissent sujet. mieux, c'est ça? Non, je Mais en fait, plaisante. le truc, c'est que pour moi, le doute est symbole d'intelligence. Mais ça, on va en Mhm. faire un podcast. Ce serait bien d'en discuter aussi de tout ça. Mais Mhm. en fait, encore une fois, ce doute, il faut qu'il soit maîtrisé. Voilà. S'il est maîtrisé, ça va. Le syndrome de l'imposteur, c'est parfait. Ça montre que tu fais preuve d'intelligence par rapport à d'autres. Ça montre que tu as une capacité à te remettre en question, à aller rechercher de l'information, essayer de faire en sorte que ce que tu veux donner est plus important que que le paraître, en fait. Parce que si tu as un doute, c'est parce que tu as envie de donner le meilleur et que tu sais pas si tu es en train de donner le meilleur. Donc, le tout, c'est qui soit maîtrisé. Mais effectivement, là, tu sais, on retourne chez les filles. Elles réussissent mieux à l'école, elles sont beaucoup plus performantes d'un point de Mhm. vue de réussite, d'accord. Mais malgré tout, il y a ce doute-là. Et en fait, ce doute-là vient aussi beaucoup des injonctions malheureusement héritées du genre, parfois même de la société, parce que c'est pareil, la société, elle joue aussi un rôle. Ça va être important au travers du coaching de déconstruire ces injonctions-là, qui sont héritées du genre. Mais aussi de reconnecter chaque personne justement à sa boussole intérieure, quel que soit son modèle éducatif. Donc voilà, ça c'est un point qui peut être important et que le coaching systémique pourrait te permettre de faire. Julien, peut-être qu'on va parler de comment sortir du syndrome et donner des clés concrètes du coaching systémique. Je te laisse faire cette partie. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, pour sortir de ce syndrome, justement, je vais te donner ici 4 éléments, puis Samir, je te laisserai partager des outils là-dessus si tu veux. D'abord, ça va être d'identifier les injonctions du mode je dois être parfait, parfaite, je dois mériter l'amour, il faut que je fasse attention à pour. Cherche tes injonctions pour commencer à les remettre en, en question, les remettre en doute et les ajuster. Ça va être aussi d'avoir beaucoup plus de facilité, de développer ta facilité à dire non comme un acte d'amour pour toi-même. Parce que quand tu dis oui sur certaines choses, tu te dis non à toi-même. Donc ça va être d'apprendre à dire non à certaines choses pour te dire oui à toi-même.
C'est une dynamique qui est pas toujours évidente. Peut-être que toi qui nous écoutes, tu as du mal à dire non de manière générale. Prends ton courage à deux mains et va effectivement mettre beaucoup plus de choses de ton côté en apprenant à dire non plus souvent. Troisième point que je t'inviterai à revoir, ça va être de redéfinir le succès selon tes propres valeurs. Parce que parfois, on s'en rend pas compte, mais on essaye d'atteindre ce succès, peu importe dans le domaine, peu importe les critères, mais qui sont basés sur des valeurs et des critères justement qui ne nous appartiennent pas. Et quand tu essayes de réaliser quelque chose sur une base essentielle que sont les valeurs qui ne t'appartiennent pas, tu peux pas être épanoui et puis surtout tu peux pas y arriver. Donc, c'est très important de redéfinir c'est quoi le succès pour toi et de remettre les bons critères de réussite pour que tu puisses te concentrer sur les choses qui ont de la valeur à tes yeux. Enfin, ça va être de te reconnecter au plaisir, au jeu et à l'imperfection. Donc, petite stratégie ici toute simple, c'est de faire chaque jour quelque chose d'imparfait volontairement et d'accepter justement d'être sur cette imperfection de manière à ce que les choses se réajustent petit à petit avec le temps. C'est pas toujours confortable, mais c'est une démarche qui peut être tout à fait libératrice. Donc, essaye d'appliquer ça. Alors, peut-être, Julien, du coup, de partager les outils. Donc, le premier outil, Julien, c'est la ligne de vie des loyautés invisibles. C'est un outil qui est inspiré des travaux d'Ivan Bozor-Meni-Nagy, donc qui est fondateur de la thérapie contextuelle. Et l'objectif, ça va être de visualiser les loyautés inconscientes transmises dans la famille. Donc, cet outil, en fait, il permet de faire le tri entre ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas. Ce qui appartient à ma famille et ce qui m'appartient à moi. Et une fois qu'on les a identifiés, de rendre à notre famille, plusieurs générations parfois, ce qui ne m'appartient pas et de construire, encore une fois, garder ce qui m'appartient et construire sur ce qui m'appartient à moi et de construire ma propre authenticité. Voilà. Donc le deuxième outil, ça va être la carte des permissions qui est issue de la constellation familiale. Donc c'est un outil qui est inspiré des constellations familiales et du travail sur les injonctions parentales qui permet d'identifier ce qui a été autorisé ou interdit dans l'environnement familial. Donc là, l'objectif, ça va être encore une fois d'identifier les permissions qui ont été reçues. Donc le fait, par exemple, que tu as le droit en réalité d'exister, tu as le droit de réussir, tu as le droit de te reposer. Et derrière, d'identifier les injonctions qui sont limitantes, comme le soit parfait, le soit gentil, etc., etc. Donc ça, c'est un peu des trucs que tu disais tout à l'heure, Julien, par rapport à certaines familles où il y a beaucoup ce besoin de réussite, où les parents ont certaines places, où en fait, il faut que tu réussisses mieux que nous. Donc là, ça permet vraiment, encore une fois, de faire le tri et de pouvoir reprendre son pouvoir. Et le troisième outil, ça va être le faire pour plaire versus faire pour soi. Donc c'est un exercice d'introspection ou de coaching qui permet de faire la distinction entre les actions motivées par la quête de reconnaissance et celles alignées avec le désir profond. Donc là, encore une fois, ça permet vraiment de détecter ces deux différences-là. Et c'est un petit peu ce que je racontais tout à l'heure avec quand je suis parti à ce parc-là, pendant un moment là, c'était comme d'habitude, je suis en compétition avec moi-même. Et à ce moment-là, j'ai eu cette injonction pendant un petit moment de vas-y, j'ai envie de faire mieux que les gens qui sont autour de moi là. Tu sais, j'ai envie de Ouais, tout à réussir fait. mieux. Et en fait, de ce moment-là, de faire ok, non, c'est pas ce que je voulais au départ. Certes, ça me permet de me jauger, c'est intéressant pour moi, mais c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est moi de me challenger et de faire mieux que ce que j'aurais pu faire hier. Parfait, parfait. Merci Samir pour tout ça. Donc toi qui nous écoutes, eh bien, tu as plein d'informations maintenant, tu as plein de précisions, tu as des recherches que tu peux pousser plus loin, tu as des ouvrages que tu peux aller chercher aussi sur tout ça. Ce qu'on va t'inviter à faire, ici, c'est toi de faire le point dans quelle sphère de ta vie tu fais encore ce qu'on attend de toi et pas tellement ce que toi voudrais ou ce que tu aimerais. Donc, ça va être important de faire le point là-dessus. Partage-le en commentaire si tu le souhaites. Envoie-nous un petit message directement pour nous dire ce que cet épisode-là a mis à jour pour toi. Et puis, partage autour de toi cette information pour aider quelqu'un à prendre conscience peut-être qu'il vit ce mécanisme justement en silence du syndrome du bon élève pour aider à faire avancer. Donc, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si c'est pas déjà le cas. Et nous, on va te retrouver très vite pour un prochain épisode. Exactement. Moi, je vais t'inviter
à faire une chose imparfaite cette semaine et de voir un petit Mmh. peu ce que ça change. Si ça se trouve, tu vas te rendre compte qu'au final, ça change rien. Il y a personne qui va te faire chier. Donc C'est voilà, ça. essaye de faire ça. Et puis, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. Prochaine.